plus ou moins avec latence, mais certainement, avec certitude, on a tous douillé, hein, bien sûr. Moi, c'est en train de se finir, voilà. Bref. Oh, oh là là. Je dis ça, mais attendez. Je coupe le son, 2 secondes. Ouais, je vous épargne ça. Alors, quoi de nouveau aujourd'hui? Beaucoup de choses et beaucoup oui, de moins choses. Bon, évidemment, bien sûr, vous avez suivi, on en a parlé la dernière fois, le défilé d'absolument tous les défenseurs de Nicolas Sarkozy dans les médias. Ce qui n'était pas dans mon migo, c'était Karine Le Marchand. Karine Le Marchand qui nous a sorti ses plus beaux propos réac en disant que c'était une grosse injustice parce qu'en attendant, il y avait des Français sous OQTF qui traînaient encore dehors. Alors que Nicolas Sarkozy, le saint Nicolas Sarkozy, a été condamné alors qu'il n'était pas coupable. Ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Comme quoi, tout peut arriver. Même le plus surprenant. Ouais. On savait qu'elle était de droite, Karine Le Marchand, on le savait. Écoutez. Voilà. On a. Je vous fais vite fait une petite revue de la semaine. On a Arthur aussi. Arthur qui a fait partie des signataires de la tribune, de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas reconnaître l'État de Palestine, nous dit que il a décidé de revendiquer sa judaïté depuis le 7 octobre, qu'il n'a pas l'intention de baisser le regard, et que du coup il a fait un livre. Il a fait un livre pour en parler, bien sûr. Et il considère que reconnaître l'État de Palestine, c'est reconnaître le Hamas, bien sûr, avec un message qui est tuer des juifs, on vous offrira un État, bien sûr. Merci Melousinev pour le sub. Et il a dit, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme de gauche est en pleine orgie. Avec une jeunesse exaltée qui fait l'amalgame entre l'antisionisme et l'antisémitisme, convaincu d'être dans le camp du bien. Voilà, bon. Et il rajoute, c'est terrible à dire, mais le RN a fait un sans faute sur ce sujet. Arthur, le présentateur télé et le très très riche producteur de télé, peut-être l'un d'ailleurs des plus riches de France. Je crois que c'est l'une des plus grandes fortunes de France, Arthur, non? Je sais pas combien il gagne. Je sais qu'il est multimillionnaire, mais... Richesse. Il est 213e plus grande fortune de France. Il est tout à fait concerné par la taxe Zuckman. Sachez-le. Il fait partie des 500 plus grandes fortunes de France, Arthur. Donc ouais. Il est riche. Et il monte apparemment. Donc voilà, petite revue de la semaine. Hein, c'est pas grand-chose qui se passe. Le Cornu a refixé un rendez-vous avec les syndicats après la grève du 2 octobre. Grève que, évidemment, je vous invite tous à faire, mais qui ne servira à rien. Annoncer des grèves 10 jours avant, qui ne durent qu'une journée, pour faire tomber un gouvernement qui n'existe pas. Faut le faire, hein, faut le faire. Il faut maintenir la pression. Mais bon, la pression, quelle pression, quoi. Hein, y a autant de pression... Il y a autant de pression du mouvement social sur le pays que dans une canette de badois frémissante secouée, quoi. On n'est pas au Coca Mentos, quoi. On en est un peu loin, quoi. L'édito de Planel sur Backseat est catastrophique. Je l'ai pas vu. En fait, je regarde très peu Backseat. Je vais pas vous mentir. Ouais. Je sais pas de quoi vous parlez. Évidemment, vous n'êtes pas d'accord entre vous.
Donc voilà, écoutez, il y a pas grand-chose hein, de plus à dire. C'est la... C'est la merde dans le pays, quoi. Voilà, toujours, toujours les bonnes nouvelles. Coucou les illettrés, bonjour. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur le calendrier. N'empêche que vous remarquerez que je pense que le Cornu va tenir jusqu'en novembre, hein, comme Barnier avait tenu jusqu'en novembre. Ce qui nous avait bien foutu dans la merde pour le budget, qui avait dû être passé un peu, un peu dans l'urgence, avec une reconduction, je crois, du budget de l'année précédente. Je sais plus comment ça s'est foutu, je sais plus comment c'est goupillé, mais globalement, il y aura pas de taxe Zuckman cette année, quoi. Ça, c'est évident. Il y aura aucune mesure de gauche dans le nouveau budget. Parce que je pense que la stratégie de Macron et de Le Cornu, c'est de tenir assez pour qu'en fait on n'ait pas le choix de reconduire le budget de l'année précédente et qui était déjà un budget macroniste. Et peut-être par ordonnance quelques mesures ci et là. Voilà, il y aura pas, il va pas avoir grand chose quoi. Et bah, de toute façon, puis comme on est en mode, allez, on est respectable et républicain. Hein, alors bon, euh, on va faire une grève jeudi dans 3 mois. On vous prévient bien à l'avance. Le trajet, ça va être celui-ci. Préparez-vous, adaptez-vous, bien sûr. Histoire que ça ne vous gêne pas trop. Bon, c'est compliqué. Budget voté début 2026 parce qu'il faut en avoir un, bien évidemment. Sinon, c'est la fin du monde. Ouais. Ouais. Mais oui, ce qui est possible, voilà, c'est que le budget 2025 sera reconduit pour 2026, auquel cas ce serait une défaite pour la gauche. Parce que ce serait un budget de macroniste. C'est déjà la récession, quoi. Ah, sinon, non, j'ai vu un truc qui m'a fait rire. La SNCF va lancer une nouvelle classe dans ses trains. Alors, il va pas lancer une troisième classe, ça a déjà existé. Ils vont lancer une classe Optimum et Optimum Plus pour les très riches. Donc, qui dit concurrence dit positionnement. Voilà, parce qu'on dit souvent, oui, mais s'il y a concurrence, les prix vont baisser. Non, le positionnement va changer. Et le positionnement de la SNCF, ça va être les trains de luxe. Voilà. Donc, c'est que je vous dise. Le tarif optimum garantit un tarif fixe, peu importe quand le billet est réservé. Tout passe par TGV Inouï Pro. En gros, tu pourras annuler ton billet quand tu veux, tu auras toujours le même prix, peu importe l'heure à laquelle tu prends le train. C'est juste que ce sera cher. Tu auras accès au salon grand voyageur, club TGV Inouï, avec un Wi-Fi ultra performant. Tu auras accès à des contenus d'information de divertissement dans le train, une variété de boissons. Ça va devenir Air France, quoi. Ça va devenir les avions Air France. Et particulièrement ciblé l'axe Paris-Lyon, et j'imagine Paris-Lyon-Marseille, parce qu'en fait, c'est les axes sur lesquels Trenitalia sont en train de se positionner. Donc en fait, ils sont en train de monter en standing. Ils baissent pas les prix, ils montent en standing. Ça devrait être juste supprimé à la première. Bah moi, je pense que non. Je pense que tout le train devrait être en première, surtout. Cela dit, en fait, ça, on peut parler de ça 2 secondes. La première classe aujourd'hui, et pour la prendre de temps en temps, notamment quand les trajets sont un peu longs, ça équivaut, franchement, en termes de confort, à une seconde classe corail. Même pas en plus. C'est moins confortable qu'une seconde classe corail. Les wagons de seconde classe dans les corails
étaient de meilleur standing et de meilleure qualité que les sièges de première classe aujourd'hui de TGV, par exemple. Dans les TGV aujourd'hui, même en première classe, l'idée c'est le gain de place. C'est surtout qu'en seconde classe, l'idée c'est beaucoup de gain de place. Donc, on se retrouve dans une situation où les trains sont de moins en moins confortables, mais de plus en plus chers. Ce qui n'est pas très surprenant. En Belgique, la première place, le gros avantage, c'est juste la tranquillité. Moi, avant, alors, je continue de prendre première classe quand je peux, parce que souvent c'est 5 balles de plus, hein, on va pas se mentir. C'est pas les prix de la première classe qui sont délirants, c'est les prix de la seconde, qui devraient être beaucoup plus faibles. Maintenant, pour 5 balles de plus, t'as la première classe. Donc bon, c'est vraiment... L'idée, souvent, c'est d'aller dans la voiture 1, hein, voiture tranquille, où théoriquement, t'as des gens qui travaillent, donc t'as pas d'enfants. Théoriquement, il n'y a pas d'enfants. Mais t'en as quand même parfois. Parce que les enfants, ça fait du bruit, ça gueule. Et il y a un truc, alors il y a un truc qui se passe dans les trains allemands qui n'existe pas dans les trains en France. En France, on a inventé ces putains de carrés famille, hein, l'enfer. Dans les trains en Allemagne, quand vous avez des enfants, vous voyagez dans des... Alors pas dans tous les trains, hein, mais c'est aussi en Scandinavie. Vous voyagez dans des voitures faites pour les familles, avec des espaces de jeu. Mais comme c'était dans le Théos à l'époque. Je crois que dans le Théos, il y avait ça pour le Paris-Strasbourg. Avant le TGV. Je parle ça dans les années 2000. Je crois qu'il y avait ça dans le Théos. Des espaces de jeu pour les enfants. Et du coup, tous les enfants au même endroit. Le corail est en train d'être rénové pour faire du Ouigo lent sur ligne classique. Ouais, mais je sens qu'ils vont augmenter la densité des sièges. Ben moi aussi, je préfère la voiture silence que les voitures premières. Moi, l'avantage de la première classe, bon, il y a quand même les sièges qui te pètent pas le dos, c'est de pas être avec des enfants. Et puis, c'est surtout de pas être comme ça. Parce que moi dans le train, je travaille. Et bon, si c'est pour être 2 heures comme ça va. Si c'est pour être 2 heures comme ça, même pas avoir la place de bouger les mains pour pouvoir taper sur ton ordi pendant 8 heures ou 9 heures, c'est le temps que je mets pour aller à Toulouse, par exemple. Bah non. Voilà. Après, moi, je suis même chiant, c'est que moi, je choisis systématiquement, si possible, place isolée, au fond de la voiture 1, si possible, ou de la voiture 11. Si je peux pas voir voiture 1 ou voiture 11, je demande voiture 2, voiture 3 en bas, pour ne jamais avoir de passage à côté de moi, et être au fond, tranquille. Voilà. Mais le train, ouais, c'est relou. Sinon, sans transition, est-ce que vous avez vu cette histoire sur YouTube pour les gens ici qui regarderaient YouTube, sur le fait que beaucoup de gens, beaucoup de vidéastes se plaignent de baisse du nombre de vues. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, avec les adblockers, etc. Alors du coup, je suis allé vérifier. Moi, je suis pas trop impacté sur la chaîne principale parce que la plupart des gens me regardent déjà sur mobile. Et du coup, j'ai regardé des vidéos là-dessus, j'ai regardé un peu ce qui se dit. Donc en gros, pour vous résumer le bail, il y a pas mal de vidéastes, pour ne pas dire la plupart, hein, qui se sont plaints d'une baisse de vues. En France, l'une des personnes qu'on a peut-être le plus parlé, en tout cas, qui a été le plus entendue sur le sujet, c'est JDG, bien sûr. Et en fait, il y a des gens qui ont dataminé un peu le truc et qui ont trouvé l'explication. Et l'explication, je trouve qu'elle est folle et je trouve que YouTube, c'est des fous.
Vous savez que YouTube mène la guerre aux adblocks depuis un moment. C'est-à-dire que déjà, il y a un an, comme vous savez que maintenant la plupart des gens utilisent Google Chrome, je vais regarder combien de navigateurs, pourcentage, Google Chrome. Voilà, 77% du marché mondial des navigateurs de bureau est occupé par Google Chrome. Safari représente 9%, Firefox représente un peu moins de 8%. Moi, j'utilise Firefox, par exemple, pour vous donner une idée. 77% des gens utilisent Google Chrome. Google Chrome, c'est Google. YouTube, c'est Google. Et donc, YouTube a décidé de faire la guerre aux adblockers. Pourquoi ? Parce que Google vit de la publicité. Et ils en ont marre de la pub. Alors, le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué la possibilité d'installer sur navigateur, sur Google Chrome, AdBlock et AdBlock Plus. Ça, vous avez dû suivre, jamais vous êtes sur Google Chrome. Plus possibilité d'utiliser AdBlock ou AdBlock Plus. Ou alors, il y avait eu la rumeur comme quoi AdBlock aurait dealé avec Google pour laisser filtrer les pubs sur Google, sur les trucs de Google. Et il se trouve que sur YouTube, l'impact, c'était, on avait apparemment l'impact à l'époque, c'était, moi j'ai pas Google Chrome, donc c'était de bloquer la lecture de vidéos sur le navigateur quand on a des adblocks. Et d'ailleurs pas que pour YouTube apparemment. Et donc ensuite la possibilité peut-être de forcer les gens à prendre YouTube Premium et ou à retirer leur bloqueur de pub. YouTube a dans le même temps expliqué, c'était en janvier, qu'il mettait volontairement les pubs les plus longues. Vous savez qu'il n'y a pas de limite de durée de pub sur YouTube. Quand vous payez un pré-roll, par exemple, moi je peux payer un pré-roll, je peux mettre une vidéo à moi en pré-roll d'une autre vidéo, si je paye. Et donc il n'y a pas de longueur minimale, maximale. Il y a une longueur minimale, maximale. Pas de longueur maximale. Et donc il y a des gens qui se sont tapés jusqu'à 5 heures de pub dans une vidéo. Et YouTube a dit que il s'attaquait particulièrement aux gens à qui il détectait la présence d'AdBlock ou d'AdBlock Plus. Un AdBlock du coup désactivé ou comment dire ou non fonctionnel pour bloquer, pour emmerder les gens qui avaient des bloqueurs de pub. Et dans le même temps, d'ailleurs, YouTube a empêché on peut plus skipper les pubs de moins de 15 secondes. Et on peut en avoir 2 de suite. On peut se retrouver avec 30 secondes de pub non skippable. Avant, c'était 6 secondes. Voilà. Donc à l'époque, ça avait gueulé. Les gens étaient passés sur uBlock, uBlock Origin, etc., etc. Et donc là, depuis le 12 août, très précisément, beaucoup de créateurs de contenu ont vu une baisse inexpliquée de leur nombre de vues. Et en cherchant, certains créateurs sont mis à chercher, des vidéos, des articles sont sortis. Parce que YouTube au départ a dit non, mais c'est parce que les gens sont en vacances. Ou parce qu'ils regardent d'autres vidéos. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec nous, c'est contextuel. Et puis les gens ont dataminé un peu les stats, les machins. Ils se sont rendus compte que ça se passait précisément le 12 août. Et que ça affectait très précisément les vues sur ordinateur. Les vues sur mobile ne sont pas impactées, tablette non plus, télé non plus. Qui sont les 3 supports sur lesquels les pubs, a priori, ne sont pas skippables, sur lesquels il n'y a pas de bloqueur de pub. Et donc, YouTube est sorti du bois et a dit oui, d'accord, en fait, oui, il est possible que ceux qui utilisent des bloqueurs de pub ne voient plus leurs vues décomptées. Mais c'est pas notre faute, c'est la faute des bloqueurs de pub. Alors qu'en fait, a priori, ce qu'on rate, c'est plutôt la faute de YouTube. YouTube a l'air de déréférencer les vues de gens qui bloquent les pubs. Alors, ils assurent que ça ne change rien pour nous en tant que créateurs, parce qu'on gagne toujours autant. On va faire 30%, 50% de vues en moins,
Mais on va faire les mêmes revenus, parce qu'il n'y a pas de bloqueur de pub sur les vues qui sont faites. Donc en gros, on retire juste les vues non monétisées. Les vues maintenant, ça devient la métrique de vidéos avec annonce. Ça ne devient pas la métrique de vidéos qui ont été vues par des gens d'ailleurs. Ils disent, regardez, vos revenus n'ont pas bougé. Et donc eux, je pense qu'ils retirent ces vues-là pour doper leur CPM, j'imagine. C'est-à-dire que bah, si à la base, tu as 30% de vues qui sont vides, tu les retires, ah bah, chaque vue coûte plus cher. C'est mathématique. Le problème, c'est que nous, on ne dépend pas vraiment de la publicité. D'ailleurs, avec YouTube, on ne peut pas négocier la part de publicité. Et donc, quand nous, on nous retire 30% de vues, étant donné qu'on négocie les sponsors au nombre de vues, on perd 30% d'argent. Voilà. On perd 30% de moins. Alors, oui, on pourrait se dire, oui, mais les sponsors, ils vont bien comprendre que les vues, elles existent quand même. Oui, mais en fait, non. Les sponsors, ils veulent faire baisser le prix tout le temps au maximum, dans une période où ils essaient de tirer les prix vers le bas, plus. Ce qui va juste se passer, c'est qu'ils vont en profiter pour tirer les prix encore plus vers le bas, et que du coup, YouTube va devenir encore moins rentable économiquement parlant pour les créateurs. Beaucoup de créateurs étaient déjà partis sur Twitch. Beaucoup de créateurs sont partis sur Insta, sur TikTok. Voulez-vous vraiment faire fuir les derniers, quoi? C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment la merde. Quand on leur parlera de sponsor block. Mais ça, nous, on le voit sur le watch time. Une sponsor, c'est à peu près 50-60% de watch time. De watch time, de personnes qui regardent. Donc, ça, nous, on le voit. Hein. On le voit, on a le graphe. Hein. On a tout. Hein. Est-ce que Google n'est pas en train d'essayer de pousser les créateuristes à dire à leur audience arrêtez d'utiliser AdBlocker? Je pense que dans leur tête, c'est ce qu'ils se disent. Mais ils sont demeurés. C'est pas possible d'être aussi demeuré. C'est évidemment pas ce qui va se passer. 1 sur 2 skip, oui. Oui, à peu près. Ouais, c'est à peu près 1 sur 2 qui skip, ouais. Je vais regarder la dernière vidéo monétisée. La dernière vidéo avec une OP, c'était la loi sur l'immigration. Je vais regarder, je vais vous dire. Engagement. Watch time. 51. Voilà. Sachant que du coup, bah, la vidéo elle commence à 66% de. Ouais, c'est-à-dire que les gens lancent une vidéo, il y a déjà un tiers qui, après le placement de produit, ont décidé de partir et de ne pas revenir. Donc bon. Il y a même une feature premium pour skip les sponsors pendant les vidéos maintenant. Après, je vais pas vous mentir que nous, dans un contexte où les sponsors, ça rémunère de moins en moins, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on va juste plus faire de vidéos. Hein. Enfin, s'il y en a plus les moyens. À moins que les gens donnent sur Tipeee et contribuent largement pour compenser ce que ça représente. On va devoir, c'est con, mais du coup, nous, on nous demande de les mettre au milieu maintenant. Comme les gens, ils skippent dedans, on nous demande de faire des rappels au milieu. Ce qu'on veut pas faire, parce que du coup, on peut pas les couper. Mais forcément qu'on nous demande ça. Ou de refaire des rappels à la fin, ou d'avoir des incrustations en dur dans la vidéo, etc., etc. C'est très chiant, parce que nous, on veut pas faire ça. Mais bon. Après, il y a un truc dans YouTube. Alors YouTube, ils arrivent 15 ans après. YouTube vient seulement d'implémenter. Quand je regarde en plus 2, non, x2 non. YouTube vient seulement d'implémenter
la possibilité de tester plusieurs titres différents pour une même vidéo. Putain, ils auront mis le temps. Hein. Sur Facebook, c'est le cas depuis 6 ans. Ça fait 5 ans sur Facebook que ça existe. C'est un truc de fou qu'ils arrivent si tard. Franchement... Par contre, d'avoir intégré dans le back-office de YouTube, dans le YouTube Studio, comme tout premier onglet, ils l'ont mis tout en avant, premier onglet, dans le back-office. Maintenant, c'est un onglet Inspiration, qui sont des sujets et des miniatures générées par intelligence artificielle pour te donner des idées pour créer du nouveau contenu. Donc à chaque fois que tu vas dans le contenu, avant même de voir les vidéos, de voir les shorts, etc., tu vois 5 titres générés par IA, avec 5 miniatures générées par IA, en te disant votre public aimera ça, votre public n'aimera pas trop ça, ça ce sera votre public de niche aimera ça, etc. Ça fait 2-3 ans que je vois des vidéos dont le titre alterne, c'est clairement pas fait à la main. Parce que comme pour tout sur YouTube, quand des features sont disponibles sur une chaîne sur YouTube, elles sont d'abord déployées sur quelques chaînes test random pendant des fois 2 ans avant d'être implémentées pour tous. Si tu utilises leurs idées, ta vidéo, faut la taguer avec le boulet IA. Avec le truc à cocher? Non. Non. Le truc à cocher ne s'applique que pour... je peux vous le dire, je l'ai sous les yeux. Ne s'applique que pour les cas où l'on fait dire à une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit. Modifie les images d'un événement ou d'un lieu réel. En gros, détourne des événements historiques. Et génère une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu. Donc c'est des mises en situation. Random et MrBeast c'est toujours dedans. Oui, mais ça c'est pas très étonnant. Bah YouTube de toute façon, ouais, ils sont nuls en développement. YouTube c'est nul. Hein. Ils sont nuls à chier. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et donc là par exemple, moi on me propose, en plus les titres sont générés en anglais. Beyond Larousse, Best Online French Dictionaries Grammars. Eh ben, et ça me dit que ce sujet sera très populaire auprès de mes spectateurs. Je peux pas vous montrer la pauvre parce que je suis en train d'uploader une vidéo et je vais pas me connecter sur un autre navigateur. Quoi qu'attendez, je peux essayer, mais ce sera pas la même chaîne YouTube. Si c'est pas la même chaîne, ce sera pas le même sujet. Parce que sur le compte que je peux vous streamer, je suis même pas sûr que ça me propose quoi que ce soit. Je vais aller voir. Le gorille ne doit pas cocher cette case, du coup, si. Je ne peux pas accéder à mon YouTube Studio. Je peux pas. Ça me demande d'activer la validation en 2 étapes. Mais ce qui était déjà fait. En ajoutant un authentificateur. Attendez, je vais le faire maintenant. Hein. Voilà, c'est bon, du coup? On peut y aller, là? Bon, je retourne sur YouTube. YouTube Studio. Alors, je peux vous montrer. Après, je suis sur la chaîne de VOD. Hein. Sur la chaîne de VOD, ça donne ça. Voilà. Dans contenu, le premier onglet, c'est Inspiration. Et là, ça me génère des trucs... des miniatures qui n'ont rien à voir avec la DA. Ça me termine. Et donc, du coup, ça me dit...
Ça, je peux développer IDEA par exemple. Je comprends même pas le mot. On va développer cette idée. Ça va m'écrire la vidéo. Est-ce que dans 10 ans, YouTube, ce sera un champ de ruines avec l'IA? Oui, peut-être. Voilà. Alors, ça me le fait en anglais, c'est très drôle. Alors, c'est pas du tout l'ADA de la chaîne. Est-ce que vous en avez marre des débats gauche-droite? Et si je vous disais que toutes ces désignations politiques, elles étaient ultra simplifiées et qu'elles nous induisaient en erreur? Bah non, on va pas faire ça. C'est pas le genre de vidéo qu'on va faire. Et ça t'écrit une vidéo. Alors en anglais, mais bon. Voilà. Ça me propose des miniatures qui n'ont franchement rien à voir, de la merde et tout, mais bon. Voilà. Voilà, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et du coup, maintenant, c'est ça, c'est avant l'onglet vidéo. Franchement, c'est dingue. Ouais. Et alors, du coup, on va aller voir. Parce que, alors, j'ai appris qu'un vidéaste, que je ne citerai pas, utilisait cet outil pour écrire des vidéos. C'est un vidéaste que j'aime pas beaucoup. Impossible de créer des accroches. Ok. Sujet de niche. Alors, Napoléon n'était pas petit, en gros. Les âges sombres n'étaient pas sombres. Christophe Colomb n'a pas vraiment découvert l'Amérique. Eh ben putain, on va aller loin avec ça. Hein. Putain, c'est vraiment de la merde. C'est un truc de fou quand même. Hein. Donc bon. Et en fait, et du coup, à chaque fois que tu actualises, à chaque fois que tu reviens là, alors là, ça le fait pas. Attends, peut-être qu'il faut que j'aille dans le tableau de bord. Je reviens là. En tout cas, à chaque fois que je quitte et que je reviens dans YouTube, ça me repropose de nouveaux sujets. J'imagine que plus tu utilises leurs IA avec le reco, plus tu as de vues, etc. Bah, je sais pas, parce qu'après, il faut bien tourner la vidéo, donc je suis pas sûr qu'ils puissent le savoir. Mais c'est vraiment de la merde. Les sujets proposés sont claqués au sol. Moi, ce qui me fait rire, c'est les sujets sur la chaîne principale. Le The Assauté Paradox, c'est pour le verbe assauter. Intransitive Verbs. Eh ben, on est rendu avec ça. Vos spectateurs sont intéressés. Je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Le truc qui est assez intéressant, quand même une chose intéressante, c'est que j'imagine que l'algorithme met en avant des titres qui sonnent comme ces titres-là qui sont autogénérés. Et donc ça doit donner des idées de titres catchy, on peut. J'imagine. C'est bien la seule. Après, c'est bien la seule chose que je peux voir là-dedans, quoi. Mais il paraît que maintenant, de toute façon, Gemini est intégré à YouTube. Et donc, même en termes d'algo, ça scanne toutes les vidéos. Il faut que les vidéos elles soient feel good. Si jamais il y a des vidéos dans les vidéos qui sont pas feel good, ça paraît qu'elles sont moins bien référencées, etc. Maintenant, l'IA lit et scanne les vidéos, quoi. Ce qui n'est pas très surprenant. Mais bon. On savait bien qu'on allait en arriver là. Hein. C'est déjà le problème avec YouTube où il faut creuser, sinon c'est toujours les mêmes trucs mis en avant. Ouais. Mais alors, moi, là où je vois ça, c'est sur Instagram. Le contenu sur Instagram, c'est plagialand d'Instagram. Instagram, chaque fois qu'il y en a un qui a une idée de short,
je la vois copier dans 30, 40, 50 shorts derrière. Il y en a un récemment que j'ai beaucoup vu. Vous l'avez peut-être vu. C'est un gars, il fait les courses avec sa femme. Et sa femme trie des légumes. Je crois que c'est des tomates. Elle lui tend et il les met dans un sac. Mais quand lui, il lui montre des fruits, elle les repose en mode non, pas cela. Et du coup, il prend les fruits du sac que sa femme lui demande de remplir avec les fruits que elle a choisis. Il lui repropose et là, elle les élimine en mode non, non, ceux-là, ils sont pas bien. Donc, scène un peu drôle. Je l'ai vu sur tous les comptes Instagram de couple, là. J'en ai beaucoup qui me sont proposés. J'ai vu le truc copié vraiment 30, 40 fois. Comme à chaque fois, présenté comme à chaque fois, comme si c'était une idée originale. Avec des gens en commentaire en mode, ben bravo de voler le contenu, puis les autres en mode, mais non, mais c'est pas du vol, c'est un hommage. Et puis c'est comme ça que ça marche Instagram. Mais non, c'est pas du vol, c'est une trend. Oui, enfin, c'est une trend de plagiat. Et mais non, c'est pas une trend. C'est pas une trend. Enfin, ce qu'on appelle des trends, c'est dans ce cas-là, c'est du plagiat. C'est tout le monde plagie une idée que tout le monde a trouvé bonne et ça devient une trend. Parce que c'est même pas, c'est genre, c'est copié, quoi. C'est comme Thibaut InShape, qui avait copié énormément des shorts qui marchaient sur sa chaîne. C'était que du copier-coller. Mais copier-coller, c'est-à-dire, il gardait même les plans d'origine. Et Instagram, c'est ça à fond. Et Instagram, moi, à chaque fois que je tombe sur des vidéos d'histoire ou de jardinage, les deux trucs que je regarde, ils proposent tous la même chose. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, quoi. Pour tomber sur un truc qui te donne une bonne idée, il faut chercher à un niveau... Et donc Instagram, c'est ça. Instagram, en même temps, t'es obligé de produire tous les jours. Instagram voudrait que tu postes tous les jours. Tu peux pas avoir une bonne idée tous les jours. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, là, en ce moment, j'ai plus trop d'idées pour les shorts. Bah, ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas de shorts qui sont sortis. Normalement, il faudrait surtout pas. Normalement, il faudrait que même si j'ai pas d'idée, je remplisse. Bon. Moi, je suis pas... je sais pas. Donc ouais, YouTube, de toute façon, a très envie aussi qu'on se plagie les uns les autres et qu'on chie du flux et qu'on chie du flux de ouf parce que ils veulent remplir au max et le plus facile, le plus rapidement possible. Parce que plus tu produis, plus tu gagnes. La chitification. Ouais, putain, c'est vrai que c'est un bon terme. C'est vraiment le terme du truc. On en parlait avec Matteo Trelani, là, le sémiologue, dans une vidéo il y a pas longtemps sur les archives, sur comment est-ce qu'on est passé de comment les archives nous structurent à comment est-ce qu'on va vers un monde où en fait la part de contenu original produit est de plus en plus faible et que c'est normal et que c'est structurel. Putain, attendez, je vais me boucher. Et que paradoxalement, on va vers un monde où, moi je vous le dis, seul le flux, un minimum contrôlé, légalement, éditorialement, conservera une part de contenu original, c'est-à-dire la télé. Internet, il y en a de moins en moins. Internet, il y a de moins en moins de contenu original. La télé, sur laquelle on adore imputer, parce qu'on vient, nous c'est sûr, on vient de là, on vient d'Internet. On vient d'Internet à l'époque où Internet était une contre-culture, mais Internet aujourd'hui n'est plus une contre-culture. Même YouTube n'est plus une contre-culture aujourd'hui. Et même d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Tout l'univers geek jeux vidéo, c'était une contre-culture il y a 20 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout une contre-culture. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Tout le monde sait que YouTube, ça existe. Alors tout le monde ne consomme pas de vidéos sur YouTube, ou TikTok ou Instagram, mais tout le monde consomme de la vidéo sur Internet. À la télé, il y a encore ce truc qui s'appelle l'Arcom aujourd'hui, anciennement le CSA, qui fixe un cahier des charges pour les différentes chaînes quand elles attribuent des canaux de diffusion et dans les dossiers de chaînes pour décrocher les appels d'offres, il y a notamment l'exigence de produire du contenu original dans tel ou tel domaine. Avec des moyens qui sont bien plus importants que ceux qu'on a sur Internet. Et le truc, c'est que sur Internet, à la base, on avait commencé à prendre un virage sur
bah regardez, on fait des trucs tout seul dans notre chambre. Ça vous dit, on commence à faire des trucs de plus en plus qualitatifs. Et du coup, c'est de plus en plus cher. C'est là où on a eu le CNC Talent, Tipeee, les Ulule, les quelques KissKiss qui ont marché. On a commencé à prendre ce chemin. Et puis, très honnêtement, il y a deux choses qui sont arrivées et qui ont baisé tout ça. On est même arrivé, tout ça, YouTube a fait quand ils ont lancé YouTube Premium, ils ont financé de la web création, des web séries pour YouTube en mode on va devenir le Netflix, etc. Complètement oublié. Hein. Enfin, le YouTube Space, c'est fini ça. Et ensuite, il y a deux choses qui sont arrivées. Il y a la vidéo verticale, très courte, TikTok, et la VOD très longue, notamment les replays de Twitch. Et alors, le truc, c'est que nous, tu te fais baiser, parce qu'en fait, les deux, c'est un modèle de production quantitatif. Les shorts, il faut en chier beaucoup, et tu peux en faire beaucoup. Vous savez, tu mets pas ta vie dans un short. Sur 10 shorts, t'en as 2 qui marchent, t'es content. Quand tu sors 2 vidéos par mois, une vidéo par mois, faut pas qu'il y ait 2 vidéos qui marchent. Faut qu'il y ait 2 vidéos qui bident, à la limite, max, quoi. Et donc, il y a aussi les VOD, quoi. Et maintenant, des VOD de gens qui réactent des vidéos disponibles à la fin, du coup, et du coup, ça, c'est du flux. C'est des trucs où t'as beaucoup, soit t'as beaucoup de scroll, soit t'as beaucoup de contenu. Les shorts, soit t'as beaucoup de temps. C'est les VOD. Et l'un dans l'autre, YouTube, Instagram, etc. s'y retrouvent de fou parce que c'est beaucoup de pubs. Beaucoup de pubs. Et nous, on est au milieu comme des cons. Voilà, bon. Voilà. À la télé, il y a vraiment que des contenus de droite. Ça va être compliqué de me faire acheter une télé. Sur Internet aussi, il y a beaucoup de contenus de droite. Hein. Beaucoup de contenus d'extrême droite, même sur Internet. Sauf qu'en plus, on peut rien faire contre. Il y a 2-3 chaînes de clips d'extrême droite qui détournent des clips de streamers de gauche de manière très malhonnête, qui arrivent a priori à faire bannir d'ailleurs des chaînes de gauche en isolant des extraits et en faisant passer les gens pour des affreux, en extrayant des propos et en les remontant, quoi. C'est quasiment impossible de se défendre contre ça, parce que les plateformes ne font rien. La télé, je suis désolé, oui, la télé est de droite. Et elle s'adresse à une audience de droite, elle s'adresse à des gens qui ont plus de 60 ans, hein, la télé aujourd'hui. Il faut pas trop parler de politique, faut pas parler de conditions de vie, faut être feel good. Mais je suis désolé, YouTube, ça devient ça. C'est déjà ça depuis un moment. YouTube, quand tu faisais des vidéos sur les LGBT, t'étais dollar jaune, ou t'étais démonétisé, ou t'étais interdit au moins de 18 ans, tu parlais de fascisme, du côté fasciste, hein, en étant fasciste, t'avais pas de problème. Parce que la liberté d'expression. Parce que pour les Américains, dans la logique américaine, et c'est aussi le problème des plateformes américaines, on a leur prisme moral, par-dessus, en surcouche. Selon ce prisme, tout ce qui touche au genre ou à la sexualité, c'est plus grave, et c'est plus dangereux, et c'est plus un problème que tout ce qui touche au racisme. Pour le dire assez simplement. Ou à la haine. Voilà, ils ont une très grosse tolérance sur les propos haineux. Ils ont une très faible tolérance sur tout ce qui va toucher au corps. Et on vit avec ça aussi, quoi. Pour Dr. Ao, l'enchitification est inévitable dans un modèle économique basé sur la captation et l'extraction de valeur par les plateformes monopolistiques. Surtout quand les acteurs n'ont pas de moyens de parler facilement. Et selon le sémiologue que j'ai interviewé dans la vidéo en question, ce n'est même pas une question, c'est pas du tout une question de plateforme monopolistique, puisqu'en l'occurrence, cette chitification, comme tu dis, elle émerge déjà. En fait, pour lui, elle est consubstantielle de l'augmentation des canaux de diffusion. Plus tu augmentes les canaux de diffusion, plus il faut les remplir. Et pour les remplir, vaut mieux produire beaucoup à pas cher que peu à cher. Ça, c'est un modèle qui peut exister très à la marge, mais globalement, c'est un modèle plutôt exceptionnel que normatif. Et donc, ce vers quoi ça t'emmène, c'est produire... Mais là, en fait, il note déjà ça avec la TNT, par exemple. Quand on est passé de 3 à 6 chaînes, puis à la TNT, les chaînes d'information en continu, par exemple, etc., etc. Comme tu es obligé d'être en mode breaking news 24 heures sur 24 sur BFM TV,
On prend souvent l'exemple de BFM TV, qui est peut-être la moins pire des chaînes d'infos de la télé actuellement. C'est vous dire à quel point les autres sont vraiment pires. Sauf LCI sur la guerre en Ukraine, ils sont plutôt pas mal. Bref. Il faut remplir, quoi. Il faut faire de l'actu et du sensationnel avec du rien. Donc bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vague de gauchisme généralisé sur le Twitch mainstream qui fait quand même plaisir. On va en parler dans la vidéo qui devrait sortir demain, du coup. Elle est en cours d'upload. Oui, mais en fait, c'est parce que c'est ce que vous voyez, quoi. Il y a toute une part de l'influence sur Internet qui est fascisante, hein, et une part très très substantielle. Je pense que vous êtes aussi dans un phénomène de bulle. Je crois que vous n'avez pas idée de la quantité de comptes masculins qui existent. Et putain, on a quand même eu, enfin, on a déjà oublié, mais on a quand même découvert il y a quelques semaines l'affaire Jean Pormanoff. Il était quoi, top 3 chaînes, c'est quoi la 3e chaîne kick la plus regardée au monde? Un truc comme ça? Je crois que c'est dans le top 5 des chaînes les plus regardées au monde. C'était de la haine. Voilà. Wesh, c'est qui? C'est le mec qui est mort en stream. Et c'est un Français. Voilà, vous avez déjà oublié. Donc bon, pourtant on en a beaucoup entendu parler. Je crois que vous vous rendez pas compte de la quantité de chaînes d'extrême droite qui existent, ou de chaînes identitaires ou de comptes identitaires. Je crois que vous vous rendez juste pas compte de la quantité qui en existe, parce qu'en fait, il y a aussi des phénomènes de bulles sur Internet. Moi, j'ai des potes, par exemple, qui regardent, qui font du MMA et de la boxe. Leur YouTube, la moitié des vidéos qui sont proposées sur YouTube, c'est des vidéos de faf. Parce que pour l'algorithme, bagarre égale combat égale guerre égale faf. Et on lui propose des vidéos de zinzin. On est tombé sur une chaîne d'un mec qui prônait la rétention séminale. En gros, faut pas baiser, faut pas éjaculer. Comme ça, tu deviens un homme fort, parce que tu gardes toute la testostérone dans ton corps, et même les femmes, elles te regardent différemment, parce que par un système d'énergie souterrain, elles arrivent à comprendre que t'es un homme alpha comme ça. Wow. Oh là là. On en est là. On en est là. Non, ce n'est pas Babor. Mais Babor en parlait là dans un podcast récemment du fait que il disait si jamais il était dictateur, non, ministre d'internet, il interdirait de poster plus d'une fois par semaine. Peut pas avoir des bonnes idées tout le temps. Comme ça, tu gardes que la meilleure idée et tu la postes au bout de la semaine. YouTube, il y a du bien faf, mais sur Twitch, on respire mieux. Sur Twitch aussi, il y a une scène. Hein. C'est après, alors historiquement aussi, l'extrême droite, elle n'est pas forcément sur Twitch en tant que live. Il y en a beaucoup sur Kick, on l'a vu. Ils sont aussi sur des applis à eux-mêmes. Ils sont en live sur Insta. Ils sont en live sur TikTok beaucoup. Sur TikTok, il y en a énormément. Vraiment beaucoup de contenu raciste, xénophobe, sexiste. Et puis il y a toutes les scènes que vous ne voyez pas ou que vous identifiez pas tellement. Par exemple, toute on va dire la scène tradwife. Qui est en bonne explosion, et même d'ailleurs j'ai vu que certaines influenceuses un peu plus classiques sont en train de prendre ce chemin. Même 2-3 anciennes actrices de cul là qui sont en train de prendre ce chemin. Donc voilà quoi. Mais après, sur le truc de la tension et le truc de la quantité de production, on peut faire le même constat dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, avant, on avait des jeux bien finis, avec des concepts forts qui pouvaient sortir, etc. Et maintenant, on a des studios qui te sortent un jeu par an. Le jeu, c'est le même moteur, le même système de jeu que la version précédente. C'est juste, ils remplacent des pirates par des Égyptiens ou par je sais pas quoi. Ou alors, c'est des jeux qui sont vendus en early access et les jeux sont pas finis.
Les jeux sont pas finis du tout. Les jeux, le, le début de partie est intéressant. Et puis au bout d'une heure, tu te fais chier. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mid-game. Il n'y a pas de mid-game. Moi, je joue beaucoup, vous savez, à des jeux de stratégie ou des jeux de gestion. Et le mid-game, c'est ce qui manque. La plupart du temps, c'est ce qui manque, c'est le mid-game. Manor Lords, par exemple, on en parlait avec un pote récemment. Très joli, très cool comme système de jeu. Mais le jeu est pas fini. Le jeu est loin d'être fini, quoi. Et c'est vendu comme un jeu... comme un jeu qui devrait être bien fini, justement. Et autant il y a des petits jeux indés et tout, c'est cool hein, qu'ils existent, et c'est normal, tu veux les stables du développement, il n'y a pas de problème. Et au bout d'un moment, on sort de plus en plus de jeux pas finis, quoi. Alors le modèle, maintenant, c'est en train de devenir, on vous vend presque des abonnements, c'est des jeux à abonnement, maintenant, on vous vend plus des jeux finis. On vous vend des jeux avec une base, il faut vous abonner, faut prendre le Game Pass, où il faut acheter les DLC tous les 2 mois pour avoir tout ce que les développeurs ont décidé de pas mettre, et s'ils peuvent vous tirer 15 balles tous les 2 mois, ils le font, quoi. Et ça, par exemple, maintenant, c'est le modèle des jeux Paradox. C'est le modèle des jeux de niche. Voilà. WoW, c'est une extension maintenant tous les ans. Alors, ils étaient à tous les 2 ans. Maintenant, ils sont passés tous les ans. Donc, ouais. Oui, mais c'est pour que ce soit plus dynamique. Oui, bon, en fait, vous avez pris une extension, vous l'avez coupée en 3 et vous la vendez comme 3 extensions différentes. Bon, on a compris le principe. Après, ils rajoutent du gameplay entre temps et tout. Donc, bon, voilà. Mais on a quand même un problème globalement de... En fait, la durée de vie d'un jeu, elle est extrêmement courte. Donc, faut sortir plein de jeux, quoi. Faut vendre plein de jeux. On est sur on s'en fout que les gens aiment bien le jeu. Faut qu'ils l'achètent. Donc, tu claques les 100 000 balles que t'as de budget com ou 200 000, tu les claques dans les streamers qui vont faire ha 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 pendant une soirée. Voilà, le lundi soir, ils vont en faire un best-of, une VOD. Leur public va acheter. Et 3 semaines après, tout le monde a oublié que le jeu existe. Voilà. Non, alors sur le Game Pass dans le sens, pas le Game Pass, alors je sais pas, le Season Pass. Et par exemple, ça c'est quand t'achètes maintenant Victoria 3 ou Europa Universalis 5, tu peux acheter l'abonnement pour avoir les DLC qui viendront plus tard. Donc le jeu il est pas fini, tu le sais. Hein. T'achètes pas le jeu. T'achètes un abonnement à tous les futurs DLC qui devraient être intégrés de base, mais du coup on te vend le jeu 90 balles, tu le vends 60 quoi, enfin ou 50 quoi. Les coûts de développement et les temps de production sont de plus en plus chers aussi car des managers et des marketeurs passent et repassent dessus. Oui, puis le modèle, on parle du jeu mobile. Le jeu mobile, le modèle c'est de vendre des clones quoi. Faut je sais pas 2 ou 3 enfin 2 ou 3 20 ou 30 clones différents du même jeu avec des fois des DLC vraiment OSEF de jeux même pas finis avec des packs de textures dont tu t'en pas les couilles. C'est vraiment avec tous les jeux maintenant ont comment dire de des microtransactions, voilà. Bon. Alors là, Europa Universalis 5, c'est que si jamais t'achètes la version premium à 85 €, les fils de pute, hein, 85 €, t'as 20% sur les DLC à venir, à savoir un DLC au 2e trimestre 2026, un au 3e trimestre et un au 4e trimestre. Et tu débloques de manière immédiate un autre DLC qui sinon sera disponible que plus tard pour les autres. Voilà. C'est de pire en pire. Avant, t'achetais un jeu, t'avais un jeu, quoi. Mais c'est WoW aussi qui fait ça maintenant. WoW, si jamais t'achètes la version à 1000 milliards d'euros, là, t'as le droit d'accéder à l'extension avant les autres. C'est-à-dire, t'as une autre date de sortie que les autres.
Donc en termes de modèle économique, on en est là aussi pour les jeux vidéo, on en est là pour la création, on en est là pour tout à peu près les produits culturels. Et alors là, moi, il y a un truc que je connais bien. C'est le marché du livre. Alors moi, le marché du livre, je peux vous en parler en long, en large, en travers. J'adore ça, je lis beaucoup là-dessus. Ça me fascine. L'un des modèles quantitatifs du marché du livre, ça va par exemple être typiquement, plutôt que prendre un auteur français qui écrit bien mais qui n'a pas encore fait ses marques et qui n'a pas encore un nom connu, on va plutôt racheter tout ce qui marche à l'étranger, le faire traduire à pas cher, et puis maintenant carrément on peut faire traduire grâce à l'IA, incroyable, et le vendre en France. Comme ça on n'a même pas besoin de vraiment rémunérer l'auteur en France. On n'a même pas besoin de faire des contrats, on n'a pas besoin de savoir si ça marchera, si ça marchera pas. Le bouquin il a déjà marché à l'étranger. Le bouquin, il y a juste à le traduire, ça coûte moins cher au global. Et on en vend comme ça, on peut en sortir 10 au lieu d'en sortir un, quoi. On n'a pas besoin de faire la correction, faire le machin, faire le truc. Donc bon. Moi, de toute façon, je paradoxe, j'ai lâché l'affaire avec City Skyline. City Skyline 2, putain. C'est le 1 en moins bien, en plus cher et en pas fini. Bah, incroyable. Sur le marché du livre, il y a un petit scandale qui a entaché l'Harmattan. Ah ouais? Tiens, je vais aller voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Actualité. CK3, tu étais mon goat, mais c'est fini. Ah, désolé. De l'édition à la contrefaçon. Oh. Mauvais bail, ça. Entre 2 et 3000 titres par an au dépôt légal, vous vous rendez compte, une maison d'édition qui dépose jusqu'à 3000 livres par an, c'est énorme. Plusieurs œuvres auraient été exploitées en numérique sans avenant au contrat d'édition. Ah, c'est pas terrible, ça. Ah bah... En 2021, c'est 88 000 ouvrages nouveaux qui avaient été déposés à la BNF. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. T'as des connaissances du fonctionnement interne des maisons d'édition? Oui, bah moi j'en parle beaucoup avec des gens qui posent en édition. Oui, parce que moi je suis moi-même un auteur édité, bien sûr. T'as aucune idée de comment ça marche? Bah faut que tu trouves un mail à qui l'envoyer. Souvent les maisons d'édition sur leur site, elles ont des zones où tu peux déposer des manuscrits. Souvent, faut trouver aussi la maison d'édition, la bonne maison d'édition. Tu peux te faire refuser un nombre de fois. Même moi, pour la Vulga, mon bouquin de Vulga, je dirais que les 7 ou les 8 premières maisons d'édition à qui j'ai parlé, ça n'a rien donné. Alors que j'avais quand même une chaîne YouTube pour faire la promo. Et que beaucoup d'entre elles étaient venues me chercher. Et puis, avec une petite maison d'édition qui s'appelait Slatkin, maintenant qui s'appelle Istia, ça l'a fait, et j'en ai vendu 6 ou 7 000 quand même. Donc comme quoi, eux, ils sont super contents, ils sont super rassurés. Donc, voilà. Mais en ce moment, comme ça a été dit plus haut dans le chat, l'idée c'est d'aller chercher des petits auteurs anglo-saxons qui publient à pas cher sur Internet, ou alors de republier des gens qui se vendent, qui sont auto-édités sur Amazon. C'est comme ça que certains grands auteurs ont été... Enfin, la saga Twilight, c'est comme... Ou Fifty Shades of Grey, je crois que c'est comme ça. Alors, Fifty Shades of Grey, c'est sûr, ont été découvertes. Hein. Mais c'est difficile, hein. C'est un milieu extrêmement difficile, l'édition. Surtout en ce moment. Mais c'est comme en ce moment, vous pouvez plus rentrer nulle part. En ce moment, vous ne pouvez certainement plus rentrer à la télé. À moins d'être en stage à la télé depuis vos 18 ans et d'avoir un daron ou un oncle qui bosse. Dans le cinéma, j'en parle même pas. La BD, bon bah, il faut être prêt à... En fait, c'est des milieux où vous rentrez facilement si jamais vous avez les moyens de payer pour vos ambitions.
faut casquer, quoi. Et dans l'édition, c'est pareil. Et de toute façon, les seules choses qu'on produit aujourd'hui, c'est ce qui a déjà été produit. On reproduit ce qui a déjà été produit. On est dans les valeurs sûres. En ce moment, dans une période où on est dans une incertitude économique, en ce moment un peu latente, un peu plombante, un peu flottante. Et dans ces périodes-là, les gens préfèrent toujours, les financeurs préfèrent toujours miser sur des valeurs sûres. Et du coup, ils se trouvent trop cons quand ils ont refusé des films qui se mettent à cartonner et auxquels ils ont dit non. Ça a été le cas avec un petit truc en plus d'Artus. Moi, je trouve que cet exemple, ou le film des Baudins aussi. C'est les deux films que je vais noter. En France, on finance une quantité incroyable de comédies françaises. Et tant mieux. En vrai, tant mieux, hein, c'est pas une critique. Une bonne partie de ces comédies françaises sont plutôt à chier. C'est Christian Clavier qui découvre que, je sais pas, son fils adoptif noir adopte une chinoise, ou alors que sa fille blanche veut se marier qu'un arabe. Enfin voilà, bon, classico, hein, vous connaissez. Et des fois dans ces univers-là de la comédie française, qui est un genre que j'aime bien moi, il y a 2-3 ovnis. Il y en a eu 2 récemment connus. Les Baudins en Thaïlande. Et un petit truc en plus d'Artus. Les Baudins en Thaïlande, bon, du coup, c'est les Baudins qui sont en Thaïlande et qui font une intrigue là-bas en Thaïlande. Film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très drôle. Pas du tout vraiment pas tape à l'œil. Un film assez humble, avec des trucs un peu drôles, vraiment des bonnes mises en scène, une bonne réal et tout. Et un petit truc en plus que j'ai trouvé, ma foi, aussi tout à fait très drôle, quoi. Vraiment. Avec un petit message, moi ça m'a fait rire. Enfin, juste voir les handicapés dire que le proprio est un enculé, ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Voilà, le film pareil, il paye pas de mine, il est pas, voilà, l'intrigue est pas très difficile, est pas très, oui, elle casse pas trop pattes un canard, mais c'est un film bienveillant, c'est un film vraiment pas mal. Et ben, les Baudins en Thaïlande et un petit truc en plus ont cela en commun que ça a été des succès incroyables, et notamment dans la France rurale. Voilà. Mais aussi des films qui n'ont pas voulu être financés par les studios de cinéma classiques. Parce que, qui sont-ils, d'où ils viennent, ça parle à personne, etc. Donc en fait, ces gens-là après se retrouvent vraiment trop cons. On comprend pas, on avait misé sur Didier Bourdon et Josiane Balasco qui jouent au loto, film que j'ai vu aussi. J'ai oublié le nom. Oh là là, on s'était dit, on envoie Didier Bourdon en Corse, ça va être très drôle. Didier Bourdon le voit beaucoup aussi. Et finalement, bon, c'est le genre de film un peu qui marche par bouche à oreille, qui fonctionne. Donc, dans ces moments-là, après, ils se sentent vraiment très cons. En plus, le film, souvent, il est vendu ensuite aux États-Unis, en Allemagne, où vous voulez. Et on leur demande d'en faire 6 derrière. Mais on sait toujours... c'est toujours... en Thaïlande. Les Baudins en Thaïlande. Et donc, c'est comme tout, en fait, c'est fait partie de ce genre de film, ça fait partie de ce genre d'industrie, pardon, où, surtout dans une période d'incertitude, on va pas vouloir financer quoi que ce soit qui soit nouveau. Parce que la nouveauté, c'est un risque. Mais celui qui le prend, le risque, quand ça marche, les autres autour se sentent vraiment très cons de pas avoir essayé. Et on le voit sur beaucoup de choses, on le voit même sur YouTube. Sur YouTube, je vais vous noter un truc très bête, mais moi, ça fait 6 ans que je cherche à bosser avec des régions pour parler de langue régionale. 6 ans qu'on me dit oui, mais non, mais on sait pas, et machin. J'arrive à faire financer une vidéo. C'est la croix et la bannière. On est en train d'essayer pour voir, là. C'est la croix et la bannière pour en faire financer une. Si j'arrive à en faire financer une, je pense que j'en fais 6 ou 7 derrière. Parce qu'ils se sentiront vraiment tous trop cons de m'avoir dit non pendant 6 ans, alors que celui qui m'aura dit oui, il sera vraiment très content de sa vidéo. Je dis pas que ce sera forcément comme ça que ça se passe, mais c'est comme ça que ça s'est passé autour de moi pour beaucoup de choses, auprès d'amis qui ont eu ce genre d'expérience, etc. Bon. Ça coûte beaucoup moins cher de publier un bouquin que de produire un film. Ça coûte beaucoup moins cher, mais ça rapporte également beaucoup moins. C'est pas les mêmes échelles. Ça dépend surtout du contrat que t'as. Après, dans le cinéma, il y a un problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le cinéma, tu peux plus te permettre d'avoir un film qui rate. Parce que tu pouvais encore, dans les années 90, avoir un film qui marche pas trop, même encore dans les années 2000,
Parce que le film, même s'il marchait pas tellement, il pouvait être vendu ensuite à la télévision, où il devenait un événement de le regarder, parce qu'en France, t'avais que 6 chaînes, et que quand t'avais que 6 chaînes, l'audience était moins morcelée. Et puis ensuite, il y avait la sortie VHS, puis ensuite DVD, éventuellement d'ailleurs les locations. Et donc, il y avait une deuxième vie, voire une troisième vie au film. Aujourd'hui, un film, il marche pas au cinéma, il marche pas au cinéma. Point. Il y a peu de chances qu'il se refasse sur les sorties DVD, quoi. Voilà. Même avec l'OPAB. Je ne sais pas ce que c'est l'OPAB. À l'Office public de la langue bretonne, on les a pas encore sollicités. Mais ils ont pas du tout un gros budget. Hein. Ils ont 1 million d'euros de budget pour l'intégralité de leur service. Je suis pas sûr qu'on puisse en tirer beaucoup. Après, s'ils nous donnent 10 000, c'est déjà beaucoup. Mais on est en train de travailler là-dessus. Ou alors le revendre à une plateforme de streaming. Oui, mais en fait, vous savez, c'est vendu à des prix très 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 dérisoires, hein, souvent. Alors ça dépend, même des fois, c'est même vendu gratuitement. Même des fois, c'est gratuit. Parce qu'alors là, je vous apprends peut-être un truc sur le fonctionnement de la télé, mais il y a beaucoup d'aides de la télé qui ne sont attribuées qu'aux gens qui sont déjà passés à la télé. Et il y a des aides du cinéma qui ne sont attribuées qu'aux gens qui sont déjà passés à la télé. Et donc, et ça je le sais parce que je suis là-dedans en ce moment, t'as tout intérêt à ce que l'une de tes vidéos passe à la télé, même si à la télé, elle te l'achète, même si tu la donnes à la télé en fait. Ou à Netflix. Des fois, il vaut mieux leur offrir. Parce que l'enjeu, c'est d'être connu. L'enjeu, c'est la visibilité et c'est pas tant l'argent. Donc, Nebula, oh bah alors Nebula, il y a son père sur Nebula. Hélas, hein. Mais donc, bref, sur la question de la production des bouquins, il faut savoir, je crois qu'en France, on va regarder. Bon, je vais pas dire de bêtises. Nombre livres imprimés France par an. En France, il y a donc déjà il y a 78 000 titres par an, dont 15 000 auto-édités, ce qui est énorme. Hein. Combien on en imprime? Combien on en imprime? Bah, alors en 2017, c'était 430 millions d'exemplaires de livres vendus. Déjà, c'est vous dire hein, combien il y en a. Après, ça compte tout confondu. Je sais pas, c'est dur à dire. Il y a aussi des rééditions. Bien sûr qu'il y a des rééditions. Mais c'est des bouquins qui sont quand même vendus. Alors, en 2024, il y avait 351 millions de livres neufs imprimés et vendus. Ce qui est beaucoup. Et dites-vous que les livres vendus représentent, je crois, moins de la moitié des livres imprimés. Parce que vous avez toute une grande partie des bouquins qui sont tout simplement détruits. On détruit un nombre de livres délirant en France. Tout simplement parce qu'il y a la règle du pilon. Moi, je l'ai fait retirer de mon contrat, par exemple. Moi, mon éditeur n'a pas le droit de détruire les livres. Il est obligé de les vendre. Mais dans beaucoup de contrats d'édition, vous avez une clause qui existe que tous les livres qui ne sont pas vendus sont récupérés pour être détruits. Bien sûr. Alors, en France, c'est 25 000 tonnes de livres qui partent au pilon par an. En mode recyclage? Ouais, en mode recyclage. Alors non, c'est moins. Alors a priori, c'est que 13% du flux aller, donc du flux imprimeur-distributeur qui se retrouve à être détruit. Il me semblait que c'était beaucoup plus. Ah là, j'ai 23,3%. C'est plus déjà. Alors c'est ça. Alors, a priori, selon les chiffres de livres durables, c'est un quart des ouvrages produits sont détruits. Voilà.
Mais par contre, les retours représentent plus de la moitié, c'est ça. Les retours, c'est 60,48%. Et la destruction, donc les livres vendus, les livres imprimés, retournés, représentent 60% des bouquins imprimés. Et parmi tous les livres imprimés, du coup, on en a un quart qui sont détruits. Voilà. Un rapport avec les magazines, c'est pas la même loi. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai aucune idée. Après, il faut savoir que le papier avec lequel on... Enfin, du coup, ça part au tri-papier. Mais on fait pas des livres avec ce papier-là. On fait autre chose. Je pense qu'on fait des cartons. Je sais pas ce qu'on fait, mais... Donc du coup, oui, tout ça pour vous dire, en fait, il y a énormément de livres. Enfin, dites-vous, il y a 88 000 bouquins déposés par an à la BNF. Vous n'avez pas 88 000 livres différents chaque année à la FNAC. Voilà. Vous avez, quand vous arrivez à la FNAC, à Noël, vous avez quoi, tout au plus, quoi, 400-500 nouveaux titres mis en avant. Il y en a d'autres, hein, disponibles à la commande, etc. Il y en a peut-être 1 millier, grand maximum. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être vendu, c'est d'être bien mis en place pour être vendu. Donc bon. Préférez les librairies indépendantes. Ce qui ne changera pas grand-chose, mais oui, si vous voulez, allez-y. Hein. La FNAC, c'est quand même, quand t'es vendu, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand les darons, ils savent pas quoi acheter pour Noël, ils vont à la FNAC. Et du coup, faut être sur les tables, faut être à portée d'œil. Faut pas être planqué dans un rayon. Faut être bien référencé. Et là, ça, c'est le travail du commercial. Moi, dans les librairies indépendantes, mon bouquin, il est pas distribué ou quasiment pas. Hein. Les librairies indépendantes, enfin, en fait, là, je suis désolé, peut-être que t'es dans ce cas-là, mais moi, mon expérience des librairies indépendantes, c'est que pour quand même une bonne partie d'entre elles, elles commandent ce qu'elles ont sur le catalogue fournisseur, quoi. Et le catalogue fournisseur, il est fourni par les distributeurs eux-mêmes. C'est quoi? C'est Interforum ou Editis, quoi. Elles leur disent, voici le catalogue des nouveautés, ce qui va cartonner, ça il vous le faut, ça il vous le faut, ça il vous le faut. Et si jamais t'as un bouquin qui est pas dans la liste, il faut que t'ailles voir ton libraire et il te dit, ouais, je vous le commande, vous l'aurez dans une semaine. Alors que tu le commandes sur Amazon, tu l'as dans la journée, quoi. Enfin, tu l'as le lendemain. Donc, après, c'est une discussion qu'on a déjà eue à plusieurs reprises. C'est que pour beaucoup de libraires sont passionnés par leur métier, il n'y a pas de problème, et on voit une vraie plus-value en tant que libraire. Mais beaucoup de libraires aussi, moi c'est mon expérience des libraires, ils savent rien te conseiller, quoi. Ils ne savent rien te conseiller parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vendent. Et en fait, c'est juste parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de cette quantité de titres réédités. Ils ne peuvent pas être renseignés sur tout ce qu'ils vendent. Il y a beaucoup trop de livres différents sur le marché. Avec un turnover qui est énorme. Je crois que mon éditeur me disait, nous, si un bouquin il reste plus de 6 semaines en rayon, c'est une victoire. Il se trouve que mon livre, moi, il est encore dans beaucoup de FNAC, encore en rayon, après 1 an et demi. Donc nous, c'est une victoire. On est devenu ce qu'on appelle un livre de catalogue, un livre de fond. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un titre qui est dans les librairies où il est disponible, c'est un livre qui est toujours en stock. Ils en ont toujours au moins un à vendre. La plupart des titres, il reste 6 semaines. Allez, 12 pour le max. Alors le pire, apparemment, c'est le polar. Ça reste 1 mois et demi, et après, si t'en as pas vendu assez, et hop, ciao, ça dégage du catalogue, et ça disparaît, ça n'en reviendra jamais. C'est ça aussi la logique du marché du livre. Après, en France, on a une vision très romantique de ce qu'est le livre. Très très romantique. Mais le livre, évidemment que c'est un secteur extrêmement capitaliste et qui répond à des logiques de marché, et même d'ailleurs à des logiques de monopole. Faut regarder ce que c'est le groupe Lagardère, même le groupe Bolloré, en fait, même d'ailleurs, le groupe Bolloré dans la chaîne du livre, ça prend une place démesurée, aujourd'hui. Voilà. Chez nous, c'est plutôt le Leclerc Multimédia qui est le nerf de la guerre. Nous, non, après, on n'a pas le Leclerc Culture, etc., genre de trucs ici encore. Ça va venir. Après, il y en a un à Rennes, je sais. Voilà. Donc, à Paris, j'ai une librairie qui me fait des recommandations de bouquins assez pertinentes. Non, mais je dis pas qu'il y en a pas, je dis juste que ça représente vraiment une peut-être faible partie du volume, beaucoup aussi de libraires. Je pense, moi, à la librairie de Fougères, je suis désolé, moi, la librairie de Fougères, ils ont jamais pu me renseigner sur rien, et j'ai jamais pu avoir
de belles surprises de livres, c'est-à-dire ce que je vais vous trouver à la librairie de Fougères, c'est ce que je vais trouver à la Fnac, c'est ce que je vais trouver au Leclerc, quoi. C'est la même chose, librairie qui fait papeterie d'ailleurs. Il y a rien qui sorte de l'ordinaire. Il y a aucune surprise pour moi. Et même déjà à la Fnac, de toute façon, moi je me plains du fait qu'il n'y ait pas assez de tous les bouquins de langue, c'est des bouquins d'anglais. Il n'y a pas grand-chose. Au moins, je suis désolé, mais au moins sur Amazon, sans faire la pub d'Amazon, mais c'est le seul endroit où je peux trouver des bouquins spécialisés que je peux commander, que je peux avoir facilement, rapidement, quoi. Parce que c'est normal, c'est le marché mondialisé. Il y a des prix qui sont intéressants. C'est-à-dire au prix, quoi. Tout simplement. En France, il y a le marché unique du livre, hein, théoriquement, il y a le prix unique du livre, théoriquement. Alors moi, le seul endroit où des fois enfin même, alors, attention, parenthèse, le seul endroit où je trouve des bouquins qui m'intéressent, c'est à Emmaüs. Ici. Ici, c'est les Emmaüs. Là, ouais, je trouve des bouquins qui sortent un peu de l'ordinaire. Et qui sont un peu intéressants. Alors, il y a à boire et à manger. Hein. Amazon, à la base, c'était une librairie en ligne. Et donc, moi aussi, je suis désabusé sur le marché du livre. Souvent, on me dit ah bah attendez, je vais te soutenir. Je vais aller voir mon libraire et je vais prendre ton livre. Ils me disent ah mais ton livre, on l'a pas trouvé, puis on l'a pas trouvé ici. Moi, par exemple, je n'étais pas distribué dans le réseau Cultura. Cultura, il n'y a pas mon livre, nulle part. Bah bon, bah voilà. Du coup, pourquoi passer par Amazon et pas par la librairie, c'est le même prix? Bah parce que quand je décide quand je dois bosser sur un sujet et que la vidéo elle doit sortir dans 2 semaines, je vais pas attendre une semaine que le bouquin arrive. Sinon, pendant une semaine, je fais quoi? Alors, soit j'essaie de trouver le bouquin en PDF sur Internet, soit je le commande directement. Après, moi, je commande des bouquins, enfin, c'est des bouquins de spécialité, quoi. Je sais pas, est-ce que j'en ai un là, à portée de main? Non. D'ailleurs, tiens, je fais une pub. La grande grammaire du français est en réduction en ce moment chez Actes Sud. En ce moment, elle est soldée. Ils n'arrivent pas à la vendre. C'est vraiment le bouquin qui fait autorité. Si jamais vous devez avoir une grammaire de français, c'est celle-là, vraiment. D'ailleurs, je suis en train de bosser là-dessus. Je suis en train de bosser avec pour une vidéo à venir. Et ils sont en galère pour les vendre. Ils en ont 7000 de trop. Ils en ont encore 7000 à écouler. Ils n'arrivent pas à les vendre. Personne ne veut leur en acheter. Ils ont mis 20 ans à l'écrire. Hein. Donc bon. Amazon a dû augmenter le prix de livraison sur les bouquins. C'est pas une taxe européenne, ça? C'est pas la taxe de 2 euros là qui a été appliquée à l'échelle européenne sur les petits colis et sur les commandes de livres. Ça me dit un truc, ça vaguement, j'ai un souvenir vague de lointain de ça. Mais en fait, c'est juste que, enfin, c'est important d'avoir des librairies, j'imagine. Mais s'il y a aucune plus-value entre le fait de devoir me prendre ma voiture, aller à Fougères, discuter avec un mec, lui donner l'ISBN du livre pour qu'il le commande, revenir, attendre une semaine, retourner là-bas, reparler avec le mec, demander s'il l'a bien reçu, le prendre, le ramener, le lire, bah je suis désolé, c'est quand même plus facile de juste, moi à 3h du matin, j'ai besoin de tel bouquin, je vais sur internet, je commande le livre. Moi, ce que j'attends, moi, mon utilisation de librairie, de toute façon, elle est celle-là. Moi, quand je rentre dans une librairie, je ne sais pas ce que je veux acheter. Je ne sais pas ce que je veux acheter. Quand je vais dans une librairie, moi, j'y vais pour découvrir. Voilà. Moi, ça m'arrive d'acheter des bouquins juste parce que je trouve la couverture belle, par exemple. Ou parce que je cherche un bouquin de SF, je connais pas les auteurs. Je leur dis, bah, est-ce que vous avez un bouquin de SF à me conseiller? Et en fait, ce qu'on me conseille, bah, c'est les 3 bouquins de SF qui se vendent le plus dans l'année. Et en fait, bah, au bout d'un moment, je veux autre chose, moi. Je veux des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est tout. Mais il y a plein de trucs pour lesquels je me retrouve à faire ça. Je me dis, tiens, je vais aller en ville pour acheter tel câble.
Ou tiens, puis comme ça me fait une petite sortie, puis j'irai peut-être à Brico, puis j'irai peut-être à machin. Après, je vois les prix. Je fais ça pour les plantes. Je vais souvent à Jardiland pour acheter des plantes en déstockage. Parce que moins 50% les plantes, ça vaut le coup. Eh ben, tu te retrouves à rentrer chez toi et à commander des plantes sur Internet, hein, vraiment. Le rayon SF, souvent en librairie, moi, les rayons SF, sociologie, sociolinguistique, linguistique, langue de manière générale, il n'y a rien. C'est Clodo-Land. Tu fais des rencontres auteurs à Dialogue à Brest et tu fais ton petit tour dans l'énorme librairie. Oui, Brest, c'est à 3h30 de route de chez moi. Donc, 3h. 3h30. Imagine, ça dépend comment ça roule. Je ne vais pas faire ça. Je suis plus près de Paris que de Brest. Hein. Donc bref, ouais, sur la question du marché du livre, c'est aussi un marché où le quantitatif inonde de ouf et est plus important que le qualitatif. Alors après, j'ai vu Yann Toucourt. Bah attendez, instant promo. Oh, je viens de recevoir ça, le bouquin de Yann Toucourt. Je l'ai vu à Quotidien, je l'ai vu à France Info, il est partout en ce moment. Il s'appelle France Fiction, effectivement. Je sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais oui, du coup, je reçois des bouquins, moi aussi, à la maison. J'ai reçu ça. Oui, pour vous dire, des bouquins comme ça, alors ça va, il y a un peu de promo. T'envoies, et par exemple, à Quotidien, si on prend Quotidien, par exemple, c'est très important de passer à Quotidien pour vendre des livres. Quotidien, il y a quoi? Il y a 250 émissions par an. Du coup, tu peux avoir que maximum 250 auteurs par an qui y passent. Et encore, souvent, c'est pas 250. Souvent, c'est peut-être moitié moins, peut-être même un quart de ça, pour faire sa promo. Donc, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, la représentation médiatique. Et il y a des bouquins bien. Ce bouquin-là m'a l'air incroyable, ça a l'air d'être un banger absolu. Il va finir dans mes chiottes et on va beaucoup... on va évidemment le lire. Il y a quoi, une vingtaine d'historiens. Il a l'air vraiment très bien. Mais t'as aussi pas mal de bouquins OSEF dont la promo existe à la télé, et c'est ces bouquins-là qui sont vendus prioritairement, quoi. 2h30 moins en train. Ah ouais, j'aurais dit plus. Ben moi, la SF, alors je lis pas beaucoup de livres, mais quand je lis de la fiction, je veux lire de la science-fiction. Et moi, j'aime bien lire la bonne science-fiction. Alors du coup, évidemment, comme tout le monde, moi, on m'a dit lis ça. Voilà. Brandon Sanderson. Visiblement, il est très connu, le gars. Bah, j'ai trouvé ça chiant. Voilà, j'ai même pas fini. J'ai lu 100 pages, 120 pages, ça m'a fait chier. Voilà. J'ai arrêté. Écoutez, c'est comme ça. Elles sont où les pépites? Je ne sais pas. Alors par contre, du coup, ça m'a pris comme une envie de chier. Je me suis acheté La planète des singes de Pierre Boulle. Je crois que c'est ça, Pierre Boulle. Bah, j'ai trouvé ça, alors, daté, bien sûr, mais assez cool, quoi. Je l'ai lu en une fois, je me suis dit, tiens, bah, je suis content. Je suis content, tu vois, voilà, mais c'est un bouquin qu'on me conseillerait pas. C'est pas un bouquin qu'on te conseille en librairie. Donc, c'est ce côté-là, ce côté un peu frustrant de beaucoup de librairies sont de mauvais conseils, voire d'une absence de conseils, mais parce qu'encore une fois, c'est des commerçants, il faut qu'ils vendent. Et après, je vais vous faire un parallèle bizarre, mais c'est comme les pharmacies. Dans les pharmaciens, vous en avez, ils ont la passion des médicaments, il y en a, ils ont la passion de l'argent, quoi. Il y en a, ils sont là pour vous vendre une petite bouteille de gel hydroalcoolique, des gélules homéopathiques et je sais pas quoi voilà, ils veulent vous vendre tous les DLC, tout le pack croyance magique parce qu'en fait ça fait du chiffre et parce qu'ils marchent à fond dessus. Et vous avez ceux qui font vraiment un vrai travail de conseil. Mais enfin, d'ailleurs parenthèse, mais vous savez qu'on dit souvent demandez conseil à votre pharmacien.
Mais vous savez que j'ai découvert les conseils de pharmacie depuis que je vais à la pharmacie où je vais, depuis que j'ai déménagé là. Là, je suis tombé sur voilà, c'est une pharmacie où ils font vraiment ce truc de, ils t'expliquent la posologie des médicaments, ils t'expliquent les interactions médicamenteuses, ils te disent attention, prenez pas ça, parce que oui, vous en avez des interactions médicamenteuses avec certains aliments, certains trucs, certains machins. Ils me disent alors vous êtes sûr que pourquoi vous avez prescrit ça, vous êtes sûr parce que ça plutôt que ça. Attendez, je vais appeler le médecin pour être sûr. Putain, je suis en mode dans une pharmacie, je suis en mode ouais, c'est ça en fait une pharmacie. La plupart du temps, la pharmacie, tu te pointes avec ton ordonnance, ils te filent les cachetons et salut, ciao quoi. Voilà. Non. Je suis un peu envieux des gens qui arrivent à lire facilement comme ça et ressentir des trucs. Moi, je lis un bouquin, il se passe absolument rien dans ma tête. Bah, moi, je suis difficile, je crois. Mon pharmacien m'a conseillé de ne pas prendre les benzos prescrits par mon médecin, mais d'acheter des pilules aux plantes. L'enfer. Bah, moi, par exemple, la pharmacie où je suis allé les voir parce qu'en fait, du coup, j'étais en syndrome de sevrage de benzodiazépine. Truc que je découvre, hein, voilà. En gros, j'étais à 3 par jour au mois de mai, durant la fameuse période, hein, des propos contestés, bien sûr. J'avais des sérieux problèmes d'amnésie. Alors, j'étais détendu, hein, mais j'avais vraiment des problèmes d'amnésie. J'avais des problèmes de désinhibition, je pense. Et je me suis retrouvé... et j'ai eu une galère à un moment. Du coup, j'ai dû en prendre plus. Et je me suis retrouvé à plus en avoir. Du jour au lendemain. Et ça a coïncidé avec le moment où il y a eu la shitstorm, le drama sur Blue Sky. À ce moment-là, j'étais sur la fin du traitement. Du coup, j'en ai repris tout de suite. Et le truc, c'est que je savais pas qu'il y avait une phase de descente. Et la meuf, je vais la voir à la pharmacie, je dis comment je fais, parce que là, j'en ai besoin, quoi. Je peux pas voir le médecin avant telle date, telle date. Je devais attendre au moins 3 semaines. Et elle m'a dit, mais là, vous étiez à combien? Je dis, bah là, j'étais à 3 par jour pendant 3 semaines. Elle m'a dit, et là, vous en avez plus. Elle m'a dit, mais là, je peux pas vous laisser comme ça. Du coup, elle m'a filé 2 boîtes. Elle a me consigné, en gros, elle m'a fait une avance de boîtes pour que j'ai l'ordonnance rétroactivement pour activer, parce qu'en fait, tu peux pas rester comme ça. Genre, il faut entamer une descente où tu réduis peu à peu le traitement. Et elle m'expliquait comment faire. Ça, on m'en avait pas parlé. Genre, on m'avait pas expliqué, quoi. Parfois, elles me font penser à des informaticiens qui gèrent les incidents. Ah, il y a ça, je pense. Il y a ça aussi. Beaucoup d'informaticiens aussi te vendent des ordinateurs, mais tellement... En fait, Internet a fait beaucoup de mal à ces gens-là, mais je comprends. Je comprends, parce qu'en fait, quand tu étais un commerçant dans une situation, où il y avait le cas, où l'informaticien de Chalindrey, il a très rapidement, il était installé, au bout de 2 ans, il roulait en Mercedes, la bagnole à 40 000 boules, parce que le seul informaticien de tout le pays de Chalindrey, et d'une partie du pays de Langres, il vendait les ordinateurs à tout le monde. Il vendait les souris, les claviers, les écrans, il vendait les ordis dont il faisait lui-même la config. Il y en avait 4 différents, globalement. Merci Oracle Hunter pour le sub. Et c'était des prix... c'était... Il y avait de la marge, quoi. Il faisait une bonne marge, quoi. Très bonne marge. Je pense que la boîte a fermé aujourd'hui. Ça a duré 5-10 ans. Enfin, après, quand Internet est arrivé, ça a commencé à vraiment être compliqué pour lui. Je pense qu'il a fini par fermer. Mais alors après, il faisait le SAV, il venait installer l'ordinateur et Internet chez les gens. Et ça, les gens, ils connaissaient pas Internet, ils connaissaient pas les ordinateurs. Donc quand il arrivait et qu'il installait l'ordinateur dans le salon, bah, c'est sûr qu'il prenait 1 heure de son temps, il faisait ça. Bon, il prenait 1 heure de son temps, mais bon, il vendait 2000 balles un ordi qui en valait peut-être 1000, quoi. Donc, mais par contre, il faisait aussi du dépannage. Oui, c'est sûr qu'il faisait du dépannage. Il y a des moments quand il te vendait, comme il te vendait l'assurance dépannage, avec, si jamais il y avait une grosse galère d'ordi, il te dépannait, quoi. Il changeait la lime, mettait un coup d'aspi dedans, il installait l'antivirus.
Ils pouvaient lui emmener l'ordinateur. Voilà, bon. Puis Internet est arrivé, quoi. Et là, c'est long, hein. Donc ouais, enfin voilà, au niveau des commerçants, de toute façon, je pense qu'ils sont tous victimes de ce truc de faire les choses bien, de manière générale, ça prend du temps, et le temps, il est pas gratifié, quoi, économiquement. Vaut mieux vendre beaucoup que vendre moins, mais mieux. En fait, on s'en fout de vendre mieux, il faut vendre beaucoup. Et le secteur de la culture est... Ah oui, ticket d'incident en boucle. Ah oui, d'accord. Mais le secteur de la culture, il est évidemment lui aussi concerné par cette logique de massification, de chitification, comme vous disiez tout à l'heure, et de quantité, quoi. De quantité délirante et de captation de l'attention. On est évidemment là-dedans à fond, quoi. Et de plus en plus. Surtout dans une période où il y a moins de place à l'incertitude, il y a moins de place à la prise de risque, et ben du coup, on ne veut que ce qui se vend beaucoup et ce qui se vend bien. Pas forcément ce qui est bien, mais ce qui se vend bien. Et c'est comme ça, c'est un peu triste. Mais bon, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce truc un peu désenchanté. Vous savez, quand les gens ils écrivent des bouquins, ils trouvent ça super... il y a un côté prestige sur le livre. Comme il y a un côté prestige au cinéma. YouTube, il n'y a pas vraiment de côté prestige. Twitch, encore moins. Et ce qui fait que quand on veut faire du bon Twitch, en fait, on fait de la mauvaise télé. Ça, c'est ma take depuis longtemps. C'est pas une grosse take. Les gens commencent à vraiment un peu tout se le dire. Mais le mieux de ce que Twitch a à proposer, c'est de la mauvaise télé. Et c'est un peu terrible de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai, cela dit, je trouve. Des moyens délirants pour nous, pour faire... ouais, pour un truc que t'aurais le jeudi soir sur France 2, quoi, même sur la TNT. Sauf qu'eux, ils ont 4 fois plus de moyens, ils ont 10 techos sur le plateau, bon. Et donc, c'est compliqué, quoi. Mais le bouquin, ça rend légitime. Le bouquin, par exemple, en tant que youtubeur, t'es invité sur France Inter. Moi, je l'ai pas été. Hein. Mais les linguistes atterrés, par exemple, on est régulièrement invités sur France Inter. Voilà. Ou sur France Bleu, ou sur le service public. Voilà. Tant mieux. Hein. Enfin bref, c'est ce côté-là, c'est le côté image, quoi. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui sortent 4 mauvais livres par an, mais ils les vendent. Dans le tas, t'auras peut-être un livre moyen. Ça va être Michel Onfray, par exemple, ce qu'il faisait Michel Onfray avant. Et en fait, on s'en fout parce qu'en fait, il est invité du coup 4 fois par an. 4 fois par an, il fait une tournée médiatique. Non, j'avais regardé dans une vidéo il y a pas longtemps, j'en avais parlé de est-ce que les médias sont de gauche. Et en fait, les médias les plus de gauche invitent quand même beaucoup moins de gens de gauche que de gens de droite. Même sur France Info, la plupart des gens, pardon, sont de droite. Donc voilà. Je raid Hugo au perchoir. Je ne le connais pas du tout, mais il est en train de parler des législatives partielles qui ont eu lieu à Paris avec Michel Barnier. Voilà. Je vous envoie là-bas.